Salut, bienvenue à la 11e partie. Avant d'aller plus loin, puisque nous venons de couvrir presque la totalité du temps entre le Big Bang et aujourd'hui, une première récapitulation s'impose. Nous devons probablement accepter de ne jamais pouvoir prouver pourquoi l'univers existe. Nous sommes même incapables de prouver qu'il y eut véritablement un événement créateur comme le Big Bang. Une force supérieure pourrait-elle être à l'origine du Big Bang? Il serait surprenant que la science obtienne un jour une preuve irréfutable. Rien ne peut le nier ni le confirmer. La science nous offre simplement une méthode pour expérimenter et observer le monde. Et elle n'est applicable qu'à partir du moment où l'univers existe, donc après sa création. La théorie du Big Bang n'est que notre théorie la plus plausible, pour le moment. Dès qu'il se met à exister, l'univers prend de l'expansion à une vitesse fulgurante, et il semble fonctionner mécaniquement en obéissant à de simples lois mathématiques, sans pour autant que tout soit déterminé d'avance. La liberté de penser des êtres humains, donc le chaos, n'est-elle pas la meilleure preuve que l'on ne peut pas prédire l'avenir? Par exemple, si je vous disais que dans 3 secondes, vous allez vous gratter le nez, vous pourriez tout simplement décider de ne pas le faire pour me prouver que ma prédiction est fausse. Et puisque la mécanique quantique démontre que nos prédictions de comportement de particules affectent aussi leur comportement futur, nous sommes presque forcés de conclure que malgré le côté mécanique de notre univers, le chaos empêcherait toujours quiconque, même un être divin, de prédire l'avenir. L'incroyable énergie dégagée se serait transformée en matière, puis elle aurait agi sur la matière elle-même en lui permettant de s'assembler. La matière est-elle une manifestation de l'énergie? Et pourquoi pas le contraire? Depuis plus de 13 milliards d'années, l'univers poursuit son expansion en se refroidissant pendant que la matière s'éparpille. À quel moment la gravité a-t-elle commencé à retenir des poches d'hydrogène pour former les galaxies? Ailleurs que dans ces amas de galaxies, l'univers devient de plus en plus vide et de plus en plus froid, de plus en plus rapidement. C'est la poussée initiale du Big Bang qui engendre l'énergie de départ. Pour la matière, l'action se passe définitivement à l'intérieur des galaxies, c'est-à-dire là où la gravité permet aux atomes de tomber vers un centre de gravité, convertissant leur énergie de mouvement en chaleur et permettant de fusionner les noyaux atomiques en éléments lourds dans le cœur des étoiles. Notre meilleur scénario pour expliquer la présence d'autant d'éléments lourds dans notre système solaire est celui d'une étoile supermassive à proximité ayant explosé il y a plus de 4,6 milliards d'années et dont l'onde de choc aurait débalancé notre nuage. La Terre n'existerait pas si notre nuage n'avait pas tournoyé pour former le Soleil. Cela dit, nous sommes incroyablement chanceux d'avoir autre chose que de l'hydrogène sur la Terre, car même avec les débris d'une supernova, la matière lourde, donc au-delà de l'hélium, ne représente que 1% de la matière totale de notre système solaire. Pendant que le magma de fer et de silicium liquide se refroidissait en surface, l'eau s'est accumulée pour former des océans, et l'atmosphère s'est remplie de bioxyde de carbone, de méthane et d'autres gaz régurgités du centre de la Terre. Jusque-là, absolument rien ne semblait faire de notre planète un berceau unique de la vie. La matière ne sert à rien si elle n'interagit pas avec d'autres matières, soit par le biais de l'énergie, soit par les forces de la nature. Cependant, aucune forme de vie n'obtient son énergie en assemblant ou en brisant des atomes. L'énergie est obtenue à partir de petites réactions chimiques contrôlées et elle sert ensuite à assembler d'autres molécules. Comment la vie a-t-elle pu apparaître à partir de petites molécules simples, comme par exemple les acides aminés, les sucres, les lipides et les bases nucléiques? En fait, nous n'en savons rien. Le premier catalyseur capable de réagir avec certaines molécules typiques de son environnement, en ressortant intact, et pouvant en plus réagir avec d'autres molécules de son environnement pour obtenir une réplique de lui-même, est devenu le premier code génétique. Mais nous ne savons pas comment cette molécule s'est formée dans la nature. La vie unicellulaire n'est peut-être rien de plus qu'une réaction en chaîne contrôlée capable de filtrer les matériaux qui rentrent à l'intérieur et d'expulser ces déchets à l'extérieur. Mais la vie est déjà beaucoup plus qu'un simple paquet de molécules pouvant garder des réserves pour plus tard. À partir des matériaux retrouvés abondamment dans leur environnement, les cellules obtiennent facilement l'énergie requise pour performer toutes les autres réactions qui assurent sa continuité.
contrairement aux virus qui attendent passivement les bonnes molécules et se reproduisent frénétiquement autant que possible dès qu'ils le peuvent. Une des leçons fondamentales de la vie, sans doute apprise dès le début, est que seules les formes de vie dont les individus acceptent de mourir parviennent à survivre. C'est-à-dire que leurs descendants vont pouvoir s'adapter dans un environnement changeant. Donc la vie émerge de l'environnement en le changeant. Puis, l'environnement impose de nouvelles conditions aux formes de vie qui s'adaptent en exploitant les nouvelles molécules, et ainsi de suite. Ainsi, les premières formes de vie ont consommé tous les matériaux de base qui traînaient dans la nature, en empêchant toute nouvelle forme de vie d'émerger. Cependant, même en effectuant des copies identiques du code génétique initial, les cellules deviennent rapidement très nombreuses et nécessairement des variations génétiques apparaissent. Au fil du temps, la vie se sera adaptée à exploiter pratiquement toutes les opportunités. Et pendant les premiers 3 milliards d'années, malgré la diversité et malgré l'exemple de coopération des stromatolites, la vie reste unicellulaire. Il ne semble pas tellement que la vie se soit modérée à consommer peu, mais plutôt qu'elle s'est adaptée aux conditions changeantes. Quelques coups de balancier entre certains groupes auraient permis d'établir un équilibre d'interdépendance relativement stable entre eux. Les autres premières formes de vie, s'il y en avait d'autres, n'ont pas survécu. Rien ne laissait présager que les atomes qui constituent votre corps aujourd'hui s'assembleraient un jour ainsi. Ils étaient pourtant tous là, traînant dans la nature, inertes. Tous les êtres humains ont leurs origines dans cette soupe d'êtres unicellulaires. Devons-nous les considérer comme nos ancêtres? Oui. Notre lignée vient des bactéries prokaryotes devenues des cellules eukaryotes en constituant une deuxième membrane, le nucléus, qui protège le code génétique, en permettant alors la reproduction sexuée. Cette deuxième innovation importante de la vie, après la mortalité, engendre de la diversité à chaque nouvelle génération, c'est-à-dire au lieu d'attendre une mutation potentiellement mortelle pour évoluer. La grande différence est qu'en échangeant leurs gènes, la nouvelle cellule profite de gènes ayant déjà fait leurs preuves. Les êtres non viables, normalement, ne parviennent pas à se reproduire et ne peuvent perpétuer leur mauvais cocktail de gènes. Il se passe tellement de temps, donc près de 3 milliards d'années, avant les premiers organismes multicellulaires, que nous devons nous demander si cette étape de la vie sur Terre n'est pas unique dans tout l'univers. La complexité d'une créature composée de cellules qui consomment les mêmes molécules est, de loin, supérieure à celle d'un stromatolite, car elle doit réguler son énergie, la répartir à chaque cellule, être en mesure de refroidir l'intérieur et d'expulser les déchets. Les premiers modèles à y parvenir, même s'ils ne sont pas parfaits, annoncent un point de non-retour dans l'évolution. Ensuite, les animaux mous développent des parties dures, des mâchoires, un système nerveux, un cerveau et ils sortent de l'eau vers 400 millions d'années. Même les dinosaures peuvent encore passer pour des créatures idiotes, dépourvues d'émotions et satisfaites d'errer sur la Terre en quête de nourriture. Nous pouvons les voir comme des gros paquets de cellules organisées. Les cellules olfactives captent une odeur, envoient un message aux neurones qui activent les muscles, et lorsque la nourriture passe dans le système digestif, d'autres cellules fabriquent des enzymes pour en extraire les molécules utiles. Le sang achemine ces ingrédients à toutes les cellules de l'organisme, et tout le monde est content. La différence entre un petit organisme multicellulaire et un gros n'est pas si considérable. Pourtant, nous pouvons difficilement concevoir que les dinosaures soient un phénomène tout à fait naturel, voire commun, dans notre univers. Les dates proposées au long de ce récit sont si lointaines qu'il serait surprenant qu'elles ne changent pas à mesure de nouvelles découvertes scientifiques. Elles ne servent ultimement que de repères approximatifs afin de vous donner une certaine notion du temps. Si nous ne considérons que l'évolution de la Terre à partir de la formation de la croûte terrestre, donc il y a 4 milliards d'années, nous avons couvert près de 98% du temps qui mène jusqu'à aujourd'hui. Alors, quelle crédibilité pouvons-nous accorder à ce récit? Si nous étions nés un millénaire plus tôt, nous croirions que la Terre est plate. Alors, que diront ceux qui naîtront dans un millénaire en constatant nos connaissances actuelles? Rassurons-nous, car une grande partie des connaissances du dernier millénaire s'applique encore aujourd'hui. Le terme « paradigme », tel que défini par Thomas Kuhn, définit un ensemble de connaissances partagées et acceptées par la majorité. Et ces connaissances nous permettent de modéliser le monde et de résoudre ses problèmes à un moment précis de notre histoire. C'est-à-dire qu'il est difficile, voire presque impossible, d'envisager autre chose que nos paradigmes actuels, donc tant que nous n'en sommes pas sortis. Or,
même si les scientifiques annoncent régulièrement des découvertes qui viennent bouleverser nos modèles actuels, une grande partie du travail effectué dans le passé est récupérable au paradigme suivant. Bien sûr, il y a une part de hasard dans chaque découverte scientifique, mais il faut faire attention aux mots comme hasard et découverte, car ils impliquent un simple geste commis par une seule personne à un moment précis. Ce genre de découverte est très rare. En général, il s'agit plutôt d'un long processus d'observation, de réflexion et d'expérimentation avant de réellement comprendre un phénomène. La théorie de la relativité, la mécanique quantique, la gravitation newtonienne et la sélection naturelle rompaient avec les vieilles écoles de pensée. Mais elles ont toutes émergé après un long questionnement de théories précédentes. La science n'est donc pas le moteur de la recherche, même que les scientifiques semblent toujours très sceptiques des théories inventées par les autres. Lorsqu'une nouvelle théorie est élaborée, il faut du temps avant que les interprétations divergentes arrivent à un consensus. Par exemple, nous comprenons la structure des atomes, mais demandez à un chimiste et à un physicien si un simple atome d'hélium est une molécule, et vous obtiendrez deux réponses différentes. En permettant d'expliquer des phénomènes de manière plus cohérente et précise, la nouvelle vision finit éventuellement par dominer les autres points de vue. Avec le temps, les anciennes façons de penser sont abandonnées, surtout par les nouvelles générations, et ceux qui résistent au changement sont marginalisés, puis tout simplement ignorés. Aujourd'hui, une personne qui affirmerait que la Terre est plate ne serait pas prise au sérieux. Nous avons changé de paradigme. Chaque avancée scientifique nous aide à comprendre un peu mieux notre monde, en servant de base dans un domaine de recherche où l'on n'aura plus besoin de recommencer à zéro, et parfois même en prédisant des phénomènes dont nous ignorions totalement l'existence. À ce moment-là, les recherches s'adressent moins aux amateurs et deviennent inaccessibles pour le reste de la population. Pendant que les scientifiques s'acharnent alors à appliquer leurs théories, faisant fi de ce qui ne cadre pas dans leur paradigme, les chercheurs peuvent se concentrer sur les subtilités ou sur d'autres phénomènes inexpliqués, avec le sentiment d'être sur la bonne voie, car chaque théorie laisse toujours un ensemble de nouvelles questions sans réponse, avec bien sûr l'espoir de pouvoir les résoudre un jour. Ceux qui s'intéressent alors à ces questions sans réponse, qu'ils soient amateurs ou spécialistes, rassemblent tous les faits qui semblent pertinents, même les plus ésotériques, puisque personne ne sait encore quelle importance leur donner. De nouvelles découvertes viendront-elles perturber nos modèles actuels? Sans aucun doute. Cela est même souhaitable, car nous sommes loin d'avoir toutes les réponses. N'oublions pas qu'avant le 20e siècle, l'espace et la génétique nous étaient pratiquement inconnus. Nous pouvons néanmoins conclure que nous sommes sur la bonne piste, même sans recours à des interventions divines. Qui aurait pu prédire que des petits mammifères, spectateurs tout au long du règne des dinosaures, auraient leur tour après l'extinction de ces derniers? Et qui aurait pu prédire qu'un de leurs descendants irait un jour sur la Lune? Alors, pour répondre à Voltaire et à son exemple d'horloge qui implique la présence d'un horloger, nous devrions sans doute lui pardonner d'avoir vécu avant notre époque, donc avant la découverte d'innombrables fossiles et avant les premiers satellites capables d'observer les fins fonds du cosmos. On ne peut pas comparer la vie à une horloge puisque les grosses horloges ne descendent pas des petites horloges, qui descendraient alors d'horloges encore plus petites et ainsi de suite jusqu'à l'état unicellulaire. Donc une horloge ne pourrait jamais apparaître spontanément dans la nature. La complexité de notre monde émerge toujours de la simplicité des étapes précédentes. Nos ancêtres étaient-ils là, à ces époques lointaines? Oui, parce que nous sommes des mammifères et que les mammifères ont leur origine parmi les reptiles mammaliens du Permien. Nos ancêtres étaient-ils des poissons? Oui, parce que les seuls fossiles de quadrupèdes capables de faire la transition des océans à la terre ferme sont des poissons. Nos ancêtres étaient-ils des bactéries? Oui, parce qu'il n'y avait rien d'autre pendant les 2 premiers milliards d'années de la vie sur Terre. Introduisons maintenant ce nouveau chapitre de la vie sur Terre. Le Big Bang est loin derrière nous. Et très tôt dans l'histoire de la Terre, vers 3,8 milliards d'années, la matière lourde se serait assemblée en molécules complexes de la vie, dont entre autres de longs catalyseurs capables de générer de l'énergie à partir des molécules ambiantes et de se reproduire en restant intactes. Après ce passage encore mystérieux de la matière inerte, donc chimique, à la vie unicellulaire, biologique, les cellules se sont avérées d'excellentes opportunistes pendant près de 3 milliards d'années. Donc elles étaient capables d'exploiter de nombreuses molécules de leur environnement en produisant l'énergie nécessaire pour se reproduire.
Malgré cet incroyable succès du début et cette longévité record, leur règne semble presque figé dans le temps. Il faut attendre la reproduction sexuelle pour que la diversité augmente en flèche et pour que les efforts coordonnés des cellules engendrent les premiers organismes multicellulaires. La seule raison d'exister d'un être multicellulaire, c'est d'offrir des meilleures chances de survie pour l'ensemble du groupe que si chaque cellule partait de leur propre côté. Et il faut beaucoup de temps et de chance pour développer un design qui marche. Par la suite, pendant le dernier demi-milliard d'années, ces formes de vie inventent toutes sortes de façons ingénieuses de surmonter les défis et d'exploiter les ressources de leur environnement. Bien sûr, ces évolutions ne se produisent pas du jour au lendemain, et l'environnement cause parfois l'extinction de certaines espèces, mais il semble aussi encourager certaines nouvelles adaptations. Le succès des espèces n'est pas nécessairement lié à leurs adaptations. La force physique, la possibilité de se nourrir facilement des ressources de son environnement et la grandeur d'un territoire occupé ne représentent qu'une partie du succès. Le véritable facteur qui compte, c'est le nombre de descendants qui réussissent à survivre. Ainsi, l'évolution qui mène aux êtres humains ne peut être en aucun cas une séquence linéaire d'individus isolés. Dans un tel scénario, si un seul maillon de la chaîne se brisait, les espèces suivantes n'auraient jamais vu le jour. Il faut plutôt considérer les espèces comme étant continuellement en contact avec leurs voisines et pouvant se reproduire entre elles pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'un groupe se retrouve isolé ou trop loin des autres populations, qu'il dérive génétiquement pendant quelques milliers de générations et qu'il engendre, ensuite, une nouvelle espèce. La nature n'a pas d'intention. Dans le cas des dinosaures, ils étaient diversifiés, occupaient toutes les niches écologiques dominantes et ils ont vécu pendant une période environ 3 fois plus longue que le règne actuel des mammifères. Il serait donc simpliste d'affirmer que les dinosaures se sont éteints parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter. Trop spécialisés? Peut-être. Après tout, les gros animaux sont plus fragiles, puisqu'ils dépendent de toute la chaîne alimentaire, des gros jusqu'aux plus petits. Comment expliquer alors qu'ils soient tous disparus? Seuls les oiseaux, issus d'un groupe d'ancêtres communs aux dinosaures, ont survécu. Lorsqu'une catastrophe comme celle qui extermine les dinosaures se produit, la chance joue un rôle indéniable pour déterminer les survivants. Mais un individu qui survit à un naufrage n'est pas obligatoirement meilleur que les autres. Certains ne savent pas nager, d'autres se font blesser, et d'autres sont simplement très chanceux. Aucun des dinosaures n'a survécu, et leurs cousins, les crocodiles, les serpents, les lézards et ainsi de suite, vont continuer d'évoluer dans l'ombre des mammifères. Les mammifères et les oiseaux ont le sang chaud, et ils sont mieux adaptés au climat froid d'après la catastrophe et aux températures moins chaudes qu'au Mésozoïque. Par la suite, il est possible que simplement en occupant la place, les mammifères ont empêché les reptiles de la reprendre. Heureusement pour nous, les catastrophes majeures sont devenues peu fréquentes. Généralement, les espèces déclinent par région suite à un changement climatique ou à l'apparition d'une nouvelle espèce mieux adaptée. Mais ces changements évolutifs n'ont rien de comparable à une extinction massive. La catastrophe de la fin des dinosaures est la dernière catastrophe de cette ampleur jusqu'à aujourd'hui. Quoique notre ère moderne actuelle ressemble à un début d'une période d'extinction. À partir de 65 millions d'années, donc à partir de l'ère du Cénozoïque, les espèces sont un peu mieux documentées que pendant les ères précédentes, puisque les fossiles, qui sont moins anciens, sont un peu plus abondants, mais il faut savoir que les fossiles qui datent de 65 millions d'années sont quand même rares et très fragmentaires, se résumant trop souvent à quelques dents, qui sont bien sûr plus résistantes que les os. Or, pour la plupart d'entre nous, tout ce que nous pourrions conclure à partir d'une dent, c'est que ce n'est en fait que ça, une dent. Pour les spécialistes, il est possible de faire des déductions à partir de ce que nous connaissons des animaux actuels. À partir de dents, nous pouvons déterminer si l'animal se nourrissait de viande ou de végétaux, et par une succession de déductions, nous pouvons les associer à tel type de mâchoire, puis à tel type de crâne, qui serait lié à tel type de colonne vertébrale, associé à tel type de système locomoteur, et ainsi de suite pour tout le reste du squelette et des muscles. Les fossiles plus complets, naturellement, nous aident beaucoup dans nos déductions. Et avec une description générale de l'anatomie de l'espèce, nous pouvons même commencer à déduire leur comportement. Tout ceci semble louche pour une personne qui n'est pas spécialisée en anatomie, surtout en voyant que les divers scientifiques ne s'entendent pas ensemble et peuvent débattre chaudement de chaque déduction. Ces débats donnent l'impression qu'ils ne s'entendent sur aucun sujet et cela nuit à leur crédibilité pour le grand public. Mais dans l'ensemble, les consensus tournent autour des mêmes grandes lignes. Pour un observateur extérieur au débat,
Toutes ces spéculations semblent au mieux hautement spéculatives. Mais il ne faut pas oublier que si les scientifiques ne s'accordent pas sur le fait que tel animal mangeait des oranges ou des bananes, au moins ils peuvent s'accorder sur une alimentation de fruits. Cette évolution, qui mène des mammifères jusqu'à l'homme moderne, n'est guère plus simple que celle qui précède. Les traces sont encore si fragmentaires que nous parlons de groupes qui englobent plusieurs espèces, donc il devient pratique de comprendre la méthode de classification des espèces que nous appelons la phylogénie. Au Cénozoïque, nous concentrons notre attention sur les mammifères placentaires qui ont survécu à la catastrophe de la fin des dinosaures. À titre informatif, voici l'ordre des différentes classifications pour un être humain. Pour commencer, l'être humain fait partie du règne Animalia, donc le règne animal. Nous faisons partie du sous-règne Eumetazoa, du super-embranchement Deuterostomia, donc nous sommes des deutérostomes. Ensuite, l'embranchement Chordata, donc les chordés, du sous-embranchement Vertebrata, c'est-à-dire les vertébrés, la classe des Mammalia, les mammifères. Notre sous-classe de mammifères est Theria, donc les terriens, et l'infraclasse Eutheria. Ensuite, les êtres humains sont dans l'ordre des primates. Notre sous-ordre est Apleurini. Notre infraordre Simiiforme. Et parmi les simiiformes, nous sommes des cathariniens. Nous faisons partie de la superfamille des hominoïdes, la famille des hominidés, la sous-famille des homininés, et notre genre est appelé Homo. Notre espèce est nommée Homo sapiens. Notre sous-espèce, Homo sapiens sapiens, n'est plus considérée utile par les spécialistes. Nous sommes donc des Homo sapiens, tout simplement. Donc, dans cette classification pour un être humain, la classe des mammifères englobe tous les mammifères, tandis que l'ordre des primates ne regroupe qu'une petite partie des mammifères. Les espèces et les sous-espèces, elles, sont en bas de l'échelle de classification et sont spécifiques aux animaux pouvant se reproduire entre eux. Tout au long du Cénozoïque, nous assisterons à une diversité croissante des mammifères dans les arbres, tandis qu'à chaque étape, les nouvelles espèces entraînent la disparition des espèces précédentes, laissant très peu de survivants jusqu'à nos jours. En l'absence de représentants actuels, seul le vocabulaire spécialisé des paléontologues prend la peine de les nommer, à l'aide bien sûr de racines grecques ou latines. Ainsi, Pithecus veut dire singe, Australo veut dire du sud, Homo veut dire homme. Le but d'utiliser ces termes n'est pas de décourager les néophytes comme vous et moi en utilisant des messages codés. Ils décrivent où nous en sommes dans la classification. À chaque époque, la distinction est dans le nom. Par exemple, Égyptopithecus veut dire singe d'Égypte. Australopithecus veut dire singe du Sud. Alors, même s'il existe des ambiguïtés, nous sommes quand même en présence de fossiles de petits mammifères qui s'adaptent à la vie dans les arbres. À chaque étape de notre évolution, nous trouvons des singes avec des plus gros cerveaux, puis le niveau de détail augmente peu à peu. L'environnement est particulièrement déterminant dans notre histoire, puisque nos ancêtres ont dépendu longtemps des fruits tropicaux dans leur alimentation. Encore aujourd'hui, les nutritionnistes s'accordent sur les bienfaits de manger plusieurs fruits par jour. Nos corps se sont adaptés à en manger depuis des dizaines de millions d'années.